Bonjour à tous, je suis Léa. Et moi, c'est Lorlaï. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire L'éperon. Bonjour à tous, vous vous apprêtez à écouter le dernier épisode de cette année 2021 et croyez-moi, vous ne serez pas déçus du voyage. Dieu offre quelque chose à chacun d'entre nous, et moi, il m'a offert de l'énergie, nous confie notre invité du jour dans cet épisode. Ah ça oui, de l'énergie, Julie Ulrich qui fêtait ses 80 ans cette année, elle en a encore bien plus que vous et moi. Nous avons rencontré Julie chez elle en Normandie, à quelques kilomètres des plages de Deauville et des écuries de son élève, Kevin Stott. Née aux États-Unis, Julie Ulrich a croisé sur son chemin de grands cavaliers qui deviendront ses entraîneurs, dont George Morris et Reiner Klimke, avant qu'à son tour, elle ne devienne elle-même l'entraîneur de champions. Vous le découvrirez dans cet épisode, Julie Ulrich n'a rien perdu de cette passion qui l'anime depuis toujours, de cette envie et cette fougue qui l'ont, en 1995, fait traverser les océans pour venir s'installer en France, et qui maintenant, octogénaire, la conduisent encore jusqu'aux écuries chaque jour pour monter plusieurs chevaux. L'histoire de Julie Ulrich est à l'image de sa personnalité, singulière et passionnante. Bonne écoute! Cet épisode est annoncé par Le Nouvel Écuyer. Le Nouvel Écuyer, c'est quoi ? C'est une start-up qui développe et commercialise des solutions et technologies dédiées au bien-être et à la performance du couple cheval-cavalier. Créé en 2020 par Joséphine Favier et Antoine Barilec, leur premier produit est le tapis à capteur de pression à destination des professionnels du monde du cheval. Selliers, ergonomes, vétérinaires, cavaliers professionnels, ostéopathes, centres équestres, etc. En effet, très souvent, le cheval compense les erreurs de posture du cavalier. Sur la durée, ces compensations peuvent dégrader sa locomotion et peuvent créer des blessures. Mais encore, une selle qui n'épouse pas parfaitement le dos du cheval crée des points de pression. Ces points de pression vont gêner les muscles et ligaments jusqu'à la blessure s'ils sont trop importants. Ce tapis permet de visualiser les répartitions de pression sur le dos du cheval en direct sur une application mobile dédiée. Aide au diagnostic et pédagogique, le professionnel pourra ainsi adapter la posture du cavalier et la selle en fonction des résultats, tout en les expliquant de façon concrète et objective au cavalier. Retrouvez toutes les informations ainsi que les professionnels déjà équipés sur leur site internet www.lenouvelécuyer.com. Le Nouvel Écuyer est aussi actif sur les réseaux sociaux, alors allez jeter un coup d'œil. Pour découvrir cette innovation qui en vaut le détour, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram, nous partagerons avec vous des visuels de ce produit. Allez, c'est parti, bienvenue sur I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Julie. Bonjour. Nous sommes vraiment ravis que vous puissiez nous accueillir chez vous aujourd'hui. Nous sommes aussi très contentes de pouvoir vous rencontrer enfin. Si votre nom n'est peut-être pas connu de tous nos auditeurs, voici comment nous, on vous a connus. D'abord, Kevin Stott nous a beaucoup parlé de vous quand on est venu. À la fin de notre entretien, il nous a dit « Ah, votre format est parfait pour enregistrer Julie Ulrich ». Il vous a décrit avec beaucoup de qualités. Il a notamment dit, et toutes les personnes à qui on a parlé de vous nous ont dit que vous étiez vraiment une experte, une encyclopédie équestre vivante, rien que ça. Vous êtes aujourd'hui installée en Normandie, mais vous ne venez pas d'ici, vous allez nous le dire. Comme toujours au début de nos interviews, on propose à nos invités de se raconter, de parler de leur histoire, de nous dire un peu qui ils sont. Et on va commencer par là avec vous, parce que je pense que c'est intéressant. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu qui vous êtes ? Comment vous êtes arrivé ici en Normandie et quelle est votre histoire ? Oui, je suis toute ma vie passionnée par les chevaux. J'ai une vie assez privilégiée parce que j'ai monté dans une époque où il y a les maîtres des chevaux qui n'existaient pas maintenant, comme Jacques Le Goff, Bertrand de Lemaitre, Podolsky, qui est la tête de la Spanish Riding School en Vienne. Et je suis privilégiée parce que j'ai monté avec ces hommes-là et j'ai appris énormément de théories et méthodes quand j'ai monté. J'ai monté à compétition. J'adore faire la compétition, mais en même temps, je suis un petit peu pris par le fait que j'ai appris plusieurs des méthodes, comme la méthode Caprilli, la méthode Weirother,
la méthode américaine, l'ancienne méthode française, qui n'est pas visible toujours aujourd'hui, la méthode allemande. Pour moi, les anciennes méthodes donnent un autre aspect à l'équitation qu'une méthode qu'on a inventée juste comme un individuel. J'ai quitté les États-Unis et j'étais arrivée en France pour une aventure, il faut dire. C'est juste pour une aventure. J'ai un bon groupe des clientes et des chevaux et toutes les choses passent très bien aux États-Unis, mais je trouve que je répète tous les ans la même chose. Je saute et je fais la compétition dans le côté Est. Wellington, Virginie, Vermont et le retour. Et après, j'ai répété la même chose pour un certain numéro des années. J'ai décidé, il faut avoir une aventure. J'ai déjà plusieurs des stagiaires français qui ont resté avec moi en Virginie. Je connais plusieurs des jeunes. J'ai décidé que je vais me déplacer vers la France. Je ne parle pas un mot de français à ce point-là. Ça, c'est l'aventure. J'ai décidé, il faut que je vais où je connais pratiquement personne, je ne parle pas la langue, et le challenge va être dans combien de temps je vais arriver à le même niveau que j'ai aux États-Unis. C'est vraiment une aventure parce que je ne parle pas français et personne en Normandie parle anglais. Et je ne veux pas rester en Paris parce que les chevaux sont en Normandie. Ça m'a cassé complètement ma vie sociale. Mais petit par petit, j'ai appris à parler et les chevaux sont toujours les chevaux français. Ils sont nés galopeurs et ils sont nés sauteurs. Les chevaux ici sont le plus faciles que les chevaux à l'époque en Allemagne. J'ai monté en Allemagne, j'ai monté avec Rainer Klimke, mais un dressage pur. Mais pour sauter, je pense que les chevaux français sont nés pour ça. C'est comme mon labrador. Si je jette une balle, il va trouver la balle, il va revenir chez moi. C'est pas moi qui ai éduqué le chien. Et c'est le même avec les chevaux français. En général, ils sautent. Donc, je suis très contente d'avoir arrivé ici. Après 3 mois, mon ami George Morris, il m'a dit, Julie, quand est-ce que tu vas revenir? Il dit, George, actuellement, je suis contente ici, c'est très bien. Il dit, non, tu vas jamais rester là, il pleuve tout le temps. C'est gris, les jours sont trop courts. Et je suis sûre que tu vas revenir tout de suite. Mais maintenant, ça fait plus que 20 ans que je suis ici et je regrette rien. Et j'ai pas beaucoup des élèves, mais les élèves qui j'ai, ils m'inspirent beaucoup parce qu'ils sont énergiques et ils veulent vraiment monter comme il faut. Alors, vous avez peu d'élèves, peu de stagiaires, mais parmi ces peu d'élèves, il y a quand même des cavaliers qui font partie du top 10, du top 20, du top 50 mondial. Pour ne nommer que lui, Kevin Stott, puisque c'est lui qui nous a parlé de vous en premier. J'aimerais bien comprendre quel a été le cheminement en fait qui vous a permis de rencontrer ces cavaliers et puis de petit à petit travailler avec eux, de les coacher, de les faire travailler. Je pense que j'ai fait connaissance de Kevin Stott grâce à Delphine Perez. Delphine, à cette époque, a monté pour Christian Hermont. Et j'ai monté, parce qu'il est voisin, j'ai monté 2-3 chevaux par jour chez Christian. C'est très bonne écurie et on est tous bien ensemble. Et quand Delphine a commencé à monter pour Madame Perrin-Pet, elle a dit à Kevin, il faut prendre Julie Ulrich. Donc, j'ai dîné avec Kevin et il m'a dit, je veux apprendre toutes les méthodes, mais en première, je veux apprendre la méthode américaine. Je veux apprendre tous les petits détails dans la méthode américaine. Et ça me choque parce qu'il est déjà un super cavalier, déjà au top, mais il a une soif pour apprendre plus et plus et plus. Le même en dressage, il n'est jamais fatigué pour apprendre les petits détails. Un autre cavalier à le même niveau, dans sa place, va dire non, je ne veux pas apprendre plus parce que ça va me changer.
Mais Kevin, il reste avec son méthode, mais il prend toutes les choses, il peut apprendre des autres méthodes pour mélanger du tout. Il veut apprendre. Et je pense que s'il y a, je ne sais pas comment on dit en français, un common denominator. Dénominateur commun. Dénominateur commun dans tous les élèves qui me plaisent, avec quels je correspond le mieux, c'est les cavaliers qui veulent apprendre tous qu'il a à apprendre. Parce qu'avec les chevaux, c'est le même animal que tout le monde monte, avec une petite différence entre chaque individuel. Mais le plus qu'on apprend, le plus qu'on peut communiquer avec les animaux. Si j'apprends à parler allemand et espagnol et français et polonais et anglais, je peux communiquer avec plus de personnes. Et si j'apprends plusieurs des méthodes à monter à cheval, je suis capable à monter un cheval qui ne correspond pas avec une méthode, mais qui peut-être correspond mieux avec un autre. Kevin est absolument un exemple de le type d'élève. C'est un rêve. George, il m'a dit, mais vous avez pris le meilleur élève en France. Il m'a dit ça souvent. Mais je pense que c'est vrai, parce qu'il n'est jamais fatigué à prendre un petit détail. Et il a l'énergie, comme moi, je suis née avec une certaine énergie, peut-être du trop, mais oui, c'est la même chose. Il est toujours à cheval avant que j'arrive, et quand je pars, il est juste en train de monter en dernière. Il a l'énergie pour arriver au top. Et naturellement, il reste là. J'avais prévu cette question un tout petit peu plus tard, mais justement, est-ce que vous pourriez peut-être nous parler de lui un peu plus en profondeur encore, nous parler de votre point de vue par rapport à son système, à comment est-ce qu'il fonctionne. Nous, quand on a rencontré Kevin, on savait que c'était quelqu'un de brillant, on nous l'avait beaucoup dit, mais c'est vrai qu'on a été très surprise par la culture qu'il a du cheval. Et sans parler de la culture de connaître les chevaux, etc., il lit beaucoup. Et il les cherche toujours justement à apprendre, à savoir. Pour vous, c'est ça qui ressort le plus de lui. Et c'est ça qui lui permet aujourd'hui, à votre avis, de rester au top. Ah oui, sûrement. Sûrement. Et, il dit, les anciens maîtres, il y a 4 manières d'apprendre à monter à cheval. La première, il faut prendre les leçons. Mais c'est difficile quand il est tout le temps au concours ou les jeunes ils sont tout le temps à l'école. Et c'est difficile de prendre le numéro des leçons que ça va prendre pour accumuler la théorie et la manière à monter. Mais ça, c'est une chose sûre, il faut prendre les leçons. Deuxième chose, il faut lire. Et il n'y a pas beaucoup qui lisent comme Kevin. Il a lu énormément et moi aussi, parce que quand j'ai 12 ans, j'ai lu toutes les méthodes anciennes françaises. Et je connais par cœur, mais j'ai jamais vu. Mais j'ai lu ça parce que je suis passionnée par les chevaux. Kevin est un petit peu comme ça. Il lit beaucoup et il comprend beaucoup la théorie de tout le monde et il n'est jamais fatigué avec ça. La troisième et la quatrième manière d'apprendre à monter à cheval, tu restes à côté d'un maître qui monte, qui fait les choses que vous voulez faire vous-même. Et ça, c'est pas peut-être dans une compétition, c'est mieux si tu vois dans l'arrière de détente ou à la maison. Comme il construit un cheval. Et le quatrième, c'est le plus difficile. Il faut que le maître va descendre de son cheval et invite que vous montez le cheval. Et il dit, les anciens maîtres, il dit, pendant le temps que le sel est déjà chaud de le mettre. Ça veut dire qu'ils descendent et vous montez tout de suite. Et ça, c'est un privilège que j'ai dans ma vie parce que les cavaliers de la Spanish Riding School, ils ont me permis de monter les bons chevaux. Et Rainer Klimke, il m'a laissé monter des très, très bons Alaric et Pascal et Mahmoud. Et j'ai appris plus des chevaux, peut-être, de les livres. Mais c'est un mélange de choses. Et Kevin, il est
c'est un cavalier qui lit beaucoup. Ça, c'est rare. Oui. Il a une éducation. Vous avez été cavalière émérite. Vous avez monté au niveau Grand Prix dressage et au niveau Grand Prix saut d'obstacle aux États-Unis. Pourquoi est-ce que vous avez fait finalement le choix d'enseigner? Et aussi, qu'est-ce que la combinaison de ces deux disciplines à haut niveau vous a permis de comprendre pour pouvoir justement mieux accompagner des cavaliers comme Kevin Stott aujourd'hui? C'est toujours, pour moi, c'est m'est égal dans mon plaisir. Si je fais l'entraînement d'un jeune cheval ou une leçon en cavalier où je monte, je prends le même plaisir exactement. Ça, c'est toujours moi. So, c'est pas un choix que j'ai fait pour éviter de faire une chose, je fais une autre. Pour moi, c'est tout ça, c'est un plaisir. Quand j'ai commencé à le concours hippique. Et après, j'ai commencé le concours hippique, je viens d'être très intéressante par le dressage. Et quand le Podolsky a fait un tour des États-Unis avec les étalons de Vienne, avec les Lipizzaner, il était invité par les États-Unis à faire un tour de les grandes villes et faire la démonstration avec ses 14 chevaux qui fait le quadrille. Et quand les cavaliers sont arrivés aux États-Unis, ils sont choqués par le fait que nous, qui pensent sont à la bas niveau de dressage en comparaison, on a 2 voitures, un grand manège, on gagne beaucoup d'argent et il dit waouh, c'est incroyable. Et il y a 5 ou 6 des cavaliers qui ont arrêté de monter pour le Spanish Riding School, ils ont resté aux États-Unis. Podolsky n'est pas très content avec ça. Quand il a quitté les États-Unis après le tour, il dit je ne vais jamais revenir parce que j'ai perdu mes top 5 ou 6 cavaliers. Un a resté chez moi. Et avec ce monsieur-là, j'ai monté pour 5 ans et j'ai appris dressage pur. Ça veut dire dressage pour l'art et pas pour la compétition, pour l'art. Mais là même, j'ai fait la compétition à le Grand Prix parce que je veux faire ça. Et après, quand j'ai monté avec Rainer Klimke, il me laisse monter ses chevaux de Grand Prix. Mais c'est pas pour la compétition de dressage que j'ai monté, c'est pour l'art. Après, j'ai trouvé qu'avec dressage, on peut améliorer énormément un cheval de saut d'obstacle. Et j'ai commencé à utiliser le dressage que j'ai appris pour améliorer mes chevaux de concours hippique. Actuellement, j'ai fait le Grand Prix en dressage et j'ai fait le Grand Prix saut d'obstacle avec un cheval. J'ai fait avec plusieurs des chevaux, mais j'ai fait un cheval qui a fait les 2 Grands Prix. Et ça, c'est assez rare. Mais j'ai fait juste pour une aventure. Je veux faire ça. Quand j'ai lu des interviews de vous, des articles sur vous et que j'ai appris que vous faisiez justement, que vous aviez concouru dans les 2 disciplines, ça m'a fait penser à une personne. Qui? Michael Young. Ah oui. C'est très rare des personnes, des cavaliers capables de cumuler des épreuves à haut niveau dans 2 disciplines totalement différentes, mais en restant compétitif. C'est une force, mais à la fois qui est extrêmement rare. Il faut être passionné, il faut être immersé. Et il n'y a pas le temps pour faire un autre sport. ça, c'est ma vie. La vie, c'est moi. Quand je dors, je rêve des chevaux. Et de temps en temps, pendant la nuit, je réveille et je pense à une leçon que je vais donner le lendemain. Je pense des chevaux jour et nuit. Et ça, c'est comme ça depuis le temps que j'ai 12 ans. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui est complètement immersé comme ça, il y a le temps pour tout faire. Mais il faut faire un choix. Kevin est un petit peu comme ça. Il fait beaucoup des chevaux. Il n'a pas beaucoup de temps à faire autre chose. Mais ça, c'est à cause qu'il est complètement immersé. Ça prend du temps. Question de temps, énergie et d'envie aussi. C'est ça, envie. Oui. J'ai plusieurs questions, je voulais rebondir un peu sur tout ce que vous nous avez dit.
Vous avez dit qu'en France, en comparaison à d'autres pays, on est moins bon en dressage que dans d'autres pays. C'est OK. Si on prend le résultat les équipes et tout ça, on peut dire ça. Oui. Mais il faut dire que l'ancien système français de dressage, c'est fabuleux. Oui. Et ça existe aujourd'hui. Et ça marche parfaitement avec les chevaux créés, élevés, nés en France maintenant. Mais on ne peut pas trouver quelqu'un qui fait le système. J'ai une bonne mémoire. Une fois, j'ai visité la France avec Jacques Le Goff. À ce point-là, il était le chef d'équipe pour l'équipe américaine concours complet. Et il veut acheter les chevaux en France pour l'équipe. Il a pris 2 cavaliers pour être les test pilotes. Ça, c'est moi et Ralph Hill qui montent très, très bien en complet. Et après le tour a fini, après une semaine, on a choisi, je pense, 14, 15 chevaux. Et après, c'est fini. J'ai dit, Jacques, j'ai une question. On a visité toutes les grandes écuries. Ils ont groupé les chevaux. On a vu pas mal de chevaux, 60 chevaux peut-être. Et dans tous les cavaliers que j'ai vus et tout le dressage qu'il a fait et toutes les choses, je vois pas l'évidence de l'ancien système français que je connais par cœur parce que j'ai lu. Et je sais qu'est-ce que c'est. Il dit, ah oui, mais Julie, ça a disparu. Parce que en France, probablement à cause de l'économie, la vie équestre vient d'être un petit peu plus un commerce et compétition. Et on a perdu l'ancien art de monter. Et ça prend trop de temps et c'est pas efficace. Et après, ils ont inventé le GOG, la reine allemande, qui tous les Allemands disent, ça c'est pas allemand, il faut pas dire ça, ça c'est français. La reine allemande de Chambon, les reines fixes. Ils ont inventé tout ça pour aller plus vite vers le haut niveau. Ils montent, il y a des chevaux maintenant qui montent toute la semaine dans une bride. Oh, ça c'est pas possible. On monte avec une bride une fois par semaine maximum et avec un cheval qui est déjà très, très bien dressé. Mais la méthode était perdue. Mais la méthode est là. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est là que je voulais dire, on a justement les plus grands maîtres en dressage. Enfin, en tout cas, c'est de la France que vient toute cette culture du dressage. Oui. Et aujourd'hui, on n'a plus tant de cavaliers que ça pour vraiment nous représenter au très, très haut niveau de dressage. Et donc voilà, vous m'avez un peu donné votre explication d'après vous. Et alors moi, je vais continuer du coup sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on va plus vite au haut niveau avec des enraînements ou pas ? Avec les reines allemandes. Avec les enraînements. La chose que j'ai fait avec les reines allemandes et le Chambon et le GOG et les reines fixes. Et il y a un autre appareil, le Passoa. Je fais tout dans un sac et je l'utilise pour commencer le feu. J'adore. Je monte avec mes mains et mes jambes et mon personnalité. Et j'essaie d'entrer dans le cerveau de le cheval. Et j'ai pas besoin de les gros éperons ou les cravaches. Maintenant, pour monter très, très fin et pour entrer dans la compétition, peut-être je monte pas avec une filet simple tous les chevaux, mais c'est sûr que j'ai pas besoin de les aides artificielles. Ça, c'est quelque chose de moderne, mais pas à le bénéfice. Vous avez écrit un article technique sur le contact entre le cheval et son cavalier qui est publié sur le site internet de Kevin Stott. Oui. Et vous mentionnez le lien intellectuel entre le cheval et son cavalier comme élément central de la qualité du contact avec la bouche. Moi, j'aimerais bien comprendre ce que vous entendez par lien intellectuel. Qu'est-ce que c'est ce lien intellectuel entre un cheval et son cavalier ? Il faut savoir exactement qu'est-ce que le cheval pense, foulée par foulée. Et il faut communiquer avec le cheval par un changement de le contact ou la qualité de le muscle dans le bras
Si le cheval va bien, par exemple, s'il pense la bonne chose, il faut relâcher. Le même foulée. S'il décide de faire quelque chose qui n'est pas bon, il faut être un petit peu plus rigide. Et entre très rigide et très relâché, il y a beaucoup de nuances. Mais si on est absolument concentré sur le cheval pour 20 minutes, ça c'est tout ce que ça va prendre, et tu parles avec le cheval, avec les muscles qui ferment et les muscles qui relâchent, le cheval va commencer il va commencer à concentrer sur le cavalier. Et à ce point-là, tu établis un lien, une connexion entre le cerveau de le cheval et le cerveau de le cavalier. Une fois que tu as établi la connexion, le reste, c'est juste une question de temps. C'est facile. De temps en temps, tu arrives avec un cheval qui est très mal monté par je ne sais pas qui, et le rideau a tombé, et le cheval est mort. Et quand tu montes, tu as l'impression que tu montes un poteau. Et il faut que tu ouvres la porte un petit peu. Ça, c'est délicat à faire. Mais une fois que tu peux établir le lien entre le cerveau du cheval et le cerveau de la personne qui monte le cheval, le reste est facile. Facile. Toujours déterminé, limité, on peut dire, par le potentiel du cheval, l'âge, le talent, la santé, intelligence, etc. On est limité par certaines choses, mais chaque cheval peut trouver son potentiel une fois qu'il commence à communiquer sans peur avec ce qui monte. C'est extrêmement intéressant ce que vous êtes en train de me dire. Ah si, j'adore. Je voulais aussi rebondir un peu sur quelque chose que vous avez dit au tout début, c'est que vous êtes venu en France parce que vous en aviez assez de répéter toujours la même chose. Vous connaissez donc parfaitement ces deux systèmes. Maintenant, ça fait quand même 20 ans que vous êtes en France, donc j'imagine que vous connaissez bien le système français et le système nord-américain. Et on a interviewé le cavalier israélien Daniel Bluman, qui est installé une partie de son temps aux États-Unis. Il nous a confié, lui, sa vision sur les deux systèmes. Pour Daniel, aux États-Unis, on apprend à exploiter les chevaux. Tandis qu'ici, en Europe, on apprend vraiment à les produire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous avez une autre vision des choses ? C'est triste que ça, c'est vrai. Il y a probablement... On monte à cheval, la vie équestre. Ça peut être fait comme un art, comme la Spanish Riding School, anciennement Warendorf, Saumur, l'école fabuleuse en portugais, en Hongrie. Il y a des écoles nationales dédiées à l'art de monter un cheval. Après, cette époque-là, le sport devient d'être un sport. Le chasse à cœur, polo, le gentleman races, ça vient d'être un sport. Pony club, rodeo, ça c'est un sport. Après ça, ça vient d'être une compétition. Une fois la compétition est née, on a décidé qu'on peut gagner de l'argent avec une compétition. Et la compétition a pris contrôle complet de la vie équestre. Et maintenant, si on achète un cheval, on pense d'une seule chose. Qu'est-ce qu'il peut faire à la compétition et pour combien il peut être vendu s'il fait bien à la compétition. De seconde que ça a commencé à empoisonner, c'est un mot, j'ai inventé. L'atmosphère, c'est contagieux. Et après, l'exploitation des chevaux a commencé. Ça, c'est dans les années 80 et quelques. C'est récent. C'est récent parce que quand j'ai arrivé en France, et j'étais arrivé en Normandie, j'ai pensé que j'ai tombé 50 ans à l'arrière, parce que les concours où je vais, c'est sûrement un sport. Et il n'y a pratiquement pas le commerce
en Normandie. Et c'est pas toute l'exploitation des chevaux. Et j'ai dit, ouais, ça c'est très bien parce qu'on a une opportunité refait mieux parce qu'aux États-Unis, c'est tout est l'argent et c'est les chevaux qui sont exploités. Et ça, c'est dommage. La dernière chose qui tombe sur le monde équestre, c'est on fait le sport équestre, on fait la vie équestre pour de l'argent. Il n'a rien à voir avec les chevaux. Et ça, c'est la chose que Daniel a trouvée. Je regrette. Vous, comment est-ce que vous voyez aussi depuis 20 ans justement l'évolution du système français et européen? Parce que à la fois malheureusement et à la fois heureusement quand même, parce que c'est un sport aujourd'hui qui permet à des cavaliers d'en vivre. Le sport est quand même de plus en plus dirigé par l'argent en France aussi. D'après moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous pensez que ça va évoluer dans le sens des États-Unis ou qu'en France, on va un peu garder notre âme, justement, de grands maîtres et de culture française? Les Français, en général, dans tous les aspects de vie, ils gardent leur culture. Je pense que la culture française, ça existe dans les robes, ça existe dans le tissu, ça existe dans la cuisine, ça existe dans l'art, architecture, et c'est la même chose avec les chevaux. Je pense que la culture française, c'est la grande espérance pour la vie équestre en français. On va rester un petit peu à part des États-Unis qui est trop commercial. J'ai l'espérance, oui. Je me permets de vous interrompre dans l'écoute de ce dernier épisode de l'année. J'espère qu'il vous plaît autant que nous avons pris de plaisir à rencontrer Julie Ulrich. Il me semblait important de prendre le temps de vous remercier grandement pour cette nouvelle année à vos côtés. Depuis le 1er janvier 2021, nous avons rencontré 24 personnalités et entendu autant de récits différents. Nous espérons avoir su vous raconter ces histoires d'hommes et de femmes de chevaux. Grâce à ce podcast, nous avons découvert des lieux incroyables, rencontré des personnalités fortes, pu vivre des moments d'exception, comprendre des trajectoires de vie, partager leurs émotions et puis échanger avec vous sur ces épisodes. L'année prochaine s'annonce encore chargée. Nous avons tellement d'ambition pour ce podcast et l'envie de le voir se développer encore plus. Brian Balsiger, Nelson Pessoa, Pedro Venis ou encore Peder Fredriksson. Voici quelques-uns des grands noms que vous allez avoir l'occasion d'entendre en 2022. Et plus encore. Allez, je vous laisse écouter la suite de notre conversation avec Julie Ulrich. Alors pour revenir au marché américain, il y a une chose peut-être qu'on pourrait leur envier ou leur copier. J'ai eu l'occasion, moi, lorsque je vivais aux États-Unis, à Wellington, d'assister donc à tout le circuit d'hiver du WEF, et j'ai été très surprise de voir en fait des épreuves poney dans lesquelles les enfants sont jugés sur leur niveau d'équitation, mais sur le plat. Oui. Ils rentrent en piste, ils font un tour ou deux de trop, des transitions, ils changent de main, ils galopent, et ils sortent de piste, et ils sont jugés, et ils ont un classement. Et ça, c'est les épreuves Hunter. Et après, évidemment, ils commencent à sauter, etc. Mais c'est très formalisé quand même. Et pendant de nombreuses années, ils vont faire que des épreuves Hunter et ils vont pas aller courir des preuves de vitesse et ils vont pas rentrer sur le circuit classique. Est-ce que vous pensez que c'est un système qui fait ses preuves et qui forme réellement et efficacement les cavaliers américains à devenir de bons pilotes de saut d'obstacle dans l'avenir? Le modèle que je peux présenter, c'est McLean Ward. Il a commencé comme ça. Il n'est pas tout seul. La majorité des cavaliers américains qui sont maintenant à le top niveau, quand ils ont l'âge de les cavaliers sur poney que tu as vu à WEF, ils ont tous fait ça. Moi, j'ai fait pas mal de hunter et tout le monde a fait équitation. Et le poney, il saute peut-être 90 cm. Et c'est jugé complètement sur la technique et le style et la position du cavalier. Une fois qu'on a commencé comme ça, la position, c'est automatique. C'est un réflexe, une habitude. Et les chevaux, ils sautent avec, en général, le bon geste devant et la bonne technique. Les bons, les très bons, il va arriver à le niveau Grand Prix. Mais les autres vont monter leur niveau. Mais oui, je pense que la formation, c'est très correct. C'est formé dans la méthode américaine. Originalement,
quand il y a la méthode Caprilli. En France, ils disent, c'est quoi ça? C'est une méthode italienne. En général, quand ils ont commencé à monter en Italie, ils sont formés dans la méthode Caprilli. Et ça, c'est aucun contact avec le renne. Le cheval complètement stable. Il ne change pas la cadence. Le cavalier reste juste au-dessous, mais il n'assit pas. Il reste léger sur le... Et c'est une méthode pour former les cavaliers et les chevaux qui, après ça, il fait le spécialisme. Mais peut-être il vient d'être un cheval de concours complet. Mais de base, ça c'est très important. Et ici, je pense que c'est mieux, la base est mieux faite aux États-Unis. Quand on regarde tous ces cavaliers, vous avez mentionné McLean, mais oui. Moi j'avais en tête, je ne sais pas pourquoi, Brian Goodall. Oui, cette équitation c'est la même chose. En avant, vraiment dans le sens du rythme, ça, dans le sens du galop. Âge. Incroyable. Oui, c'est à cause de mon âge. Aussi parce que j'aime beaucoup Brian. Oui. Mais est-ce que ce serait ça, du coup, là, on va dire le style américain? C'est les cavaliers qui vont vraiment dans le sens du cheval, toujours très au-dessus de leurs pieds. C'est ça, l'équitation américaine? C'est ça. La fluidité, l'aise du travail pour le cheval. De temps en temps, on dit que les jeunes aux États-Unis sont un petit peu passifs. Ils montent les chevaux qui sont volontaires et bien éduqués. Mais long terme, quand on voit quelqu'un qui monte comme ça, on dit... C'est bien à voir parce que c'est fluide, c'est pas brusque et abrupt et c'est une complicité entre le cavalier et le cheval qui est très importante. Et long terme, je pense que ça c'est plus comme j'aime d'être avec mes chevaux. Oui. Je vais faire un parallèle, ça m'a un peu inspiré une question. Est-ce que vous pensez en France que dans les années à venir, on aura toujours de bons jeunes cavaliers? J'entends par là qu'à l'époque, on disait beaucoup qu'on pouvait partir de rien et être très bon cavalier, de partir d'une famille en tout cas qui n'était pas du tout dans les chevaux, parce que justement, je repense encore une fois à cette culture française de l'équitation, du dressage, etc. On pouvait apprendre la belle équitation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on peut toujours, pour un jeune, partir d'une famille non cavalier et aller tendre vers le haut niveau? Ah oui, je pense que maintenant, je prends un risque. Je pense que je peux garantir que les jeunes en France, le même que tout le monde en France, va monter de mieux en mieux. Pendant le temps que je suis ici, l'évolution de la qualité d'équitation a explosé. Maintenant, il y a beaucoup de très bons jeunes cavaliers. Et pourquoi ça a été arrivé, c'est l'élevage. Parce qu'il y a deux qui éduquent le cavalier, le moniteur ou la monitrice et le cheval. Et c'est presque impossible d'apprendre bien monter sur un mauvais cheval. Mais maintenant, les éleveurs, ils commencent à produire les chevaux qui sont top qualité. Ils bougent bien, ils ont un meilleur équilibre. À cause de ça, la bouche est beaucoup mieux. Tout le monde apprend à monter à cheval beaucoup mieux sur un cheval qui est construit comme ça. Donc, il y a pratiquement une garantie que l'évolution va continuer exactement comme j'ai vu pendant le temps que je suis ici, à cause de les éleveurs. L'évolution, c'est fabuleux. Et chaque concours, maintenant, même en Normandie, on ne voit pas les choses qu'on a vues en 1994, quand j'ai été arrivée. Ça n'existe plus. C'est top maintenant, oui. Est-ce que vous pourriez un peu justement nous parler de l'évolution des sports équestres comme vous l'avez vu entre le moment où vous êtes arrivé et aujourd'hui, à la fois dans les chevaux, à la fois dans la difficulté des parcours, à la fois aussi dans la prise de conscience, on y viendra peut-être après, mais la prise de conscience du bien-être animal quand même, je trouve de plus en plus depuis quelques années récentes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça avec votre vision des choses? L'évolution est remarquable. Et je pense qu'il y a 2 ou 3 choses qui expliquent. Une fois qu'ils ont ouvert les jeunes chevaux, la compétition pour les jeunes chevaux à la Studbook allemande
Et Belgique, les éleveurs, les professionnels en France, ont bougé un petit peu. Ils ont commencé à visiter Wellington pour voir quelle race des chevaux sautent bien en Wellington. Ils ont commencé à bouger en Europe pour trouver les poulinières et les étalons. Et ça a changé complètement la manière avec laquelle il fait l'élevage. Et ça, c'est la chose qui a changé le sport équestre ici en France. L'autre chose, la compétition a changé énormément. Le temps accordé maintenant pour le sport, c'est très, très rapide. Maintenant, on fait le premier tour dans une épreuve à la vitesse de l'ancien barrage. Ça s'est complètement changé. On a besoin d'un cheval qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus sensible, voilà, respectueux, beaucoup plus comme un Maserati qu'un diesel. Et les éleveurs ont bien commencé à produire ça. Ça a changé la nature de l'équitation. Et c'est pour ça que l'évolution, c'est presque automatique. À cause de l'évolution de le sport, les chevaux ont changé, l'équitation a changé. Et ça va continuer comme ça. Ça continue, ça change chaque jour, chaque année. Il y a un phénomène dont je voulais parler avec vous. Vous encadrez des cavaliers qui n'ont plus rien à prouver. Kevin Stott, c'est quelqu'un qui n'a rien à prouver en termes d'équitation. On lui connaît le talent, on lui connaît le sérieux, etc. Or, il travaille régulièrement avec vous et mon petit doigt me dit, il paraît que quand vous travaillez ensemble, c'est même sur des exercices très basiques. Ça peut être du travail en longe, ça peut être du travail sur le plat, mais vraiment des exercices très simples. Or, il y a encore beaucoup de cavaliers professionnels, et encore beaucoup à bien moins bon niveau que Kevin Stott, qui au quotidien travaillent seuls, soit par manque de temps, soit par manque de ressources, ou parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin. Qu'est-ce que vous en pensez des cavaliers professionnels qui ne s'entourent pas d'un coach ou d'un intervenant extérieur pour les accompagner dans le travail de leurs chevaux? Si j'ai bien compris la question, dans tous les métiers du monde, il faut le même si on a beaucoup de succès. Il faut continuer l'éducation. Le même si tu arrives à un niveau qui est complètement satisfaisant pour vous, il ne faut jamais arrêter continuer l'éducation. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Je pense qu'il y a maintenant, je suis vieille, 80, il n'y a pas un jour qui passe où j'apprends rien. De temps en temps, j'apprends quelque chose que j'ai déjà appris et j'ai oublié. Je connais ça. Il faut toujours qu'on essaye d'apprendre quelque chose. Et c'est sûr que c'est le basique et le simple et le clair et le plus bas que tu travailles. C'est à cause de le cheval est très basique. Il n'est pas complexe. Il est très simple, sa cerveau. Et il faut rester dans le contexte de la chose qu'un cheval peut comprendre. La difficulté, c'est toujours quelque chose dans la base. Donc, si on revient à la base et on remet la base un petit peu mieux, le cheval va améliorer à haut niveau. Et on peut toujours rebaisser le niveau pour améliorer le cheval ou le cavalier pour être sûr que la base est bien faite. Et vous pensez qu'un cavalier professionnel qui s'entraînerait seul, il peut trouver les solutions par lui-même ou est-ce qu'il a besoin quand même d'avoir un regard extérieur? C'est très difficile de monter toute seule. Je ne connais pas je connais personne pratiquement qui monte toute seule. Même si il appelle un ami, et il monte avec un ami pour avoir plus des yeux et plus d'opinions dans les choses, c'est très difficile de monter toute seule. C'est pas toujours que tu cherches quelqu'un qui est supérieur, mais cherche quelqu'un qui va avoir une autre opinion ou une manière à voir le même cheval avec un nouveau point de vue. Parce que on reste avec la même chose jour après jour. De temps en temps, on vient d'être frustré. Et le second qu'on est frustré, on vient d'être vexé.
Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. On ne peut pas sortir de ça. Donc, c'est mieux, il n'y a personne qui peut faire ça toute seule. Très, très difficile. J'aimerais bien, Julie, que vous nous parliez des cavaliers avec qui vous travaillez. Parce que alors, on connaît très bien Kevin, mais je pense que c'est pas le seul avec qui vous travaillez aujourd'hui. Non. Et justement, j'aimerais bien que vous nous en parliez. C'est vrai que nous, on ne sait pas exactement aujourd'hui avec qui vous travaillez et ça nous intéresse de le savoir et de comprendre justement pourquoi vous avez quelque part choisi aussi ces personnes-là. Yeah. Oui, pour l'instant, j'ai 4 élèves. Et tous les 4, j'aime beaucoup. Non, actuellement, j'ai 5 parce que j'ai une petite jeune fille qui n'a pas le temps à monter souvent, mais elle me plaît énormément à cause de son personnalité. C'est toujours la même chose. Énergie, une soif pour apprendre, une tête ouverte à les nouvelles choses et quelqu'un qui aime beaucoup les chevaux. OK, je pense, je commence. J'ai une Italienne que je coach, Luca Moneta. Et j'adore son point de vue, c'est un petit peu exotique, j'aime beaucoup. Il est tout ouvert à tout ce qu'on explique. Il est fasciné par le minuscule détail à faire quelque chose. Il monte, de temps en temps, quand je suis là, il peut monter 10 chevaux le jour, pour un jour, et on travaille tous les 10. Il n'est jamais fatigué et il adore les chevaux. Il a son méthode, mais il veut apprendre une autre méthode, ou 2 autres méthodes, ou 3 autres méthodes, pour avoir le maximum possible dans sa tête, comme ça, il peut appliquer les choses qui correspondent avec chaque cheval. Il a exactement la personnalité que j'aime. Ça, c'est très bien. Et il a un très bon ami que je torture en même temps que j'adore, Guy Jonker d'Oriola, qui... Il considère, Guy, il m'a dit, je monte comme un amateur, mais il monte très, très bien. Et Guy, très important, il adore apprendre une méthode. Il dit, pour juste monter et faire les choses par instinct, ça m'intéresse, mais c'est mieux si j'ai noir et blanc. Le fait, il faut savoir. Et il adore apprendre quelque chose comme ça. Il travaille très, très sérieusement. Il a fait un progrès énorme cette année. Et je suis ravie d'apprendre le temps à travailler avec Guy. Récemment, j'ai pris un jeune cavalier d'un coin qui j'adore, qui a énormément de talent. C'est Geoffroy de Coligny. Il a énormément de talent. Beaucoup d'énergie. Il est sérieux comme tout. Il est absolument intense. De temps en temps, j'ai dit, Geoffroy, t'es trop intense. Attends. Parce qu'il veut être parfait tout le temps. Ça, c'est pas possible. Mais il veut être parfait. Il travaille non-stop et tout le temps. Il est hyper compétitif et il a le bon réflexe. Il m'intéresse beaucoup parce qu'il a le talent à être un top cavalier en France. C'est sûr. Oui. Et la petite jeune fille dans le coin, c'est Alice Pignolet. Personne connaît Alice Pignolet parce qu'elle a juste commencé à monter à 1m20. Mais elle a une soif pour apprendre. Elle est bonne à l'école. Elle est bonne élève. Et ça prend une bonne élève pour apprendre à monter à cheval parce que c'est assez intellectuel. C'est pas juste physique. Elle est très bonne élève, très sérieuse. Elle n'a pas le temps à faire grand-chose. Mais je vois, un élève, c'est pas à cause de le niveau de cet élève. Il peut être une médaille d'or, comme Kevin, ou il saute 1m20, comme Alice. Mais c'est pas ça. Même avec les chevaux. Les chevaux sont à cause d'un intellect et un cerveau ouvert pour apprendre qui sont amusants à travailler. C'est pas à cause de tous les chevaux sont olympique. Et alors, quelles sont les qualités qui font un bon cavalier? OK. Il y a, dans mon avis, il y a 3. Il faut être précise. Il faut avoir de la discipline. Ça fait discipline soi-même. Pas discipline contre le cheval. Discipline, contrôle les émotions.
Et il faut avoir la patience. Parce qu'il y a des chevaux qui prennent du temps à apprendre. Et on ne peut pas dire que le cheval est stupide, mais il apprend à son rythme. Et so, il faut attendre jusqu'à qu'il apprenne, parce qu'il y a des chevaux qui sont fabuleux, qui prennent beaucoup de temps à apprendre quelque chose. So, précision, discipline et passion. Et c'est pas du tout réflexe, courage, force, argent. Ça, c'est pas les qualités qui comptent du tout. Pas du tout. C'est pas les qualités que tu penses. Et si aujourd'hui vous pouviez piocher dans tous les cavaliers français et européens qu'on connaît bien, pour en faire travailler un, ce serait qui? Kevin. Oui, mais quelqu'un que vous ne faites pas encore travailler. Oh, un nouveau. Un tout nouveau. Ça, j'ai jamais pensé de pas, parce que je cherche jamais un cavalier. J'attends les cavaliers en général, ils m'approchent. Qui je veux travailler avec qui? Ça va dire que je vois beaucoup des chevaux, beaucoup de cavaliers qui sont très bons. Et il y a un cavalier brésilien. Non, je peux pas dire. Je peux pas dire. C'est pas que je cherche les cavaliers. En général, quand il a besoin de moi, il m'approche. Et ça, c'est la première chose et la plus intéressante, parce que ça va dire qu'il a soif à apprendre quelque chose. Ok. Très bien. On va arriver à la fin de cette interview, je pense. On a une dernière question pour vous. OK. Vous avez dit aussi dans une interview avoir tout sacrifié pour une seule passion, celle du cheval. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des regrets ou aucun? Oh non. Je pense que j'ai la meilleure vie qu'on peut imaginer. J'ai 80 ans, je suis jamais fatiguée avec les choses que je fais. Et de temps en temps, je fais, ça fait 2 semaines, j'ai fait un tour d'Italie pour voir l'architecture, mais tout le temps que je suis en train de voir ça, j'ai dit, il faut que je revienne. Mes chevaux. Je suis jamais fatiguée avec les choses que je fais. Toujours envie à toucher les nouveaux chevaux et trouver les nouveaux challenges et ouvrir les portes pour quelqu'un d'autre. La seule chose que je peux regretter, si j'arrête tout de suite, il faut que je laisse quelque part un protégé qui va passer toutes les choses que j'ai appris. Ça, c'est pas perdu parce que j'ai vu Dynamite, il est mort. Podolsky, il est mort. Ils n'ont pas laissé... Dynamite a laissé plus de protégés que Podolsky. Podolsky n'a pas laissé un protégé. Jacques Le Goff n'a pas laissé un protégé. Est-ce que votre protégé, ce serait pas Kevin Stott? Protégé, c'est Kevin Stott, mais en même temps, il est très occupé avec la compétition. Donc, il ne veut pas, pour l'instant, être pédagogue. Alors justement, j'ai encore 2 autres questions du coup. Oui, OK. Vous avez envie, et est-ce que vous transmettez justement dans ce but-là pour que quelqu'un puisse prendre votre relève? Oui, ça m'intéresse énormément. Ouais. Oui, ça m'intéresse énormément. Le plus proche que j'ai pour l'instant, c'est Luca, parce qu'il adore éduquer le monde. Et il adore apprendre, et il adore redonner. Il faut quelqu'un qui adore être professeur. Et c'est pas pour tout le monde. Parce que c'est de temps en temps, on entend, il dit, c'est fatigant, je répète et je répète et je répète. Mais quand vous répétez un nouveau cavalier ou un nouveau cheval, c'est pas une répétition, c'est tout neuf. Mais si ça prend la personne le pédagogue est fatigué avec ça, c'est pas sa vie. Non, j'avais une dernière question. Si aujourd'hui, dans les chevaux de Kevin, oui, quel est peut-être votre chouchou ou celui que vous verriez au meilleur niveau dans quelques années? Non, ça, c'est 2 questions à la fois, tu dis, parce que une question, c'est quel cheval va être le top cheval et quel cheval est ton chouchou. C'est vrai. Parce que c'est peut-être pas la même chose, mais c'est presque. J'aime beaucoup et je suis très contente avec le travail que je fais avec Visconti, qui est un jument qui a commencé avec un petit peu avec le même équilibre de rêveur.
Et à cause de l'équilibre, elle ne peut pas faire les choses demandées. Mais on a arrêté une seconde et on a complètement changé l'équilibre. À ce point-là, elle peut faire, elle est un petit peu perdue pour une seconde, mais après, elle commence la vie encore avec un autre rêveur à faire la même chose. Et ça a changé complètement. Et elle est intelligente. Elle a trouvé tout de suite qu'elle est mieux comme ça. Et maintenant, tu n'as pas besoin d'insister. Et pour le cheval que vous voyez au meilleur niveau, du coup? C'est elle. Ah, c'est elle. Ça, Ok. c'est elle qui, je pense, va continuer vers le haut. Alors, Ok. C'est pas comme une roquette. Alors, le mais chouchou. Elle, progressivement, que le chouchou. Un de mes favorites à monter, c'est un cheval Tolède. Tolède, je ne sais pas si elle va avoir long terme la même amplitude, mais elle est gentille à monter et intelligente. Et quand vous êtes à côté d'elle ou sur le longe, quand je laisse passer un petit peu, elle regarde dans les yeux. Elle fait contact avec les yeux. Elle est complètement humaine. C'est probablement que Caroline a donné beaucoup de carottes, le propriétaire, mais elle est vraiment attachante. Et ça, c'est un chouchou que j'adore monter. Mais j'adore monter tous les chevaux, même s'ils ne sont pas attachants. Il va être attachant une fois que tu commences à éduquer. Parce qu'il adore apprendre. Il adore savoir qu'est-ce que vous demandez. Du coup, Julie, je vais user et abuser de votre temps. Du coup, j'ai 2 questions. Mais vous montez à cheval encore? Yeah. Souvent? Je monte chez Kevin, à chaque fois que je passe, je monte 3 chevaux. Oui, Kevin nous l'avait dit. Oh, j'adore Oui, c'est monter. vrai. T'as vu ça? Oui. J'ai acheté ça. On vous mettra en On va photo. le faire en photo, ouais. Je deviens d'être végétarienne à 40 ans. Et j'ai arrêté de manger le sel. Je bois pas l'alcool, pas souvent. J'ai jamais fumé à cause de je veux monter le plus de temps que possible. Mais vous avez une énergie, c'est palpable. On pourrait, Ouais, c'est on pourrait la végétarien. saisir. Ah, c'est ça. Alors, je suis bien partie. J'avais une dernière question que j'avais déjà prévue et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas posée. Vous pensez que, vous l'avez mentionné en fait en parlant de Visconti, vous pensez qu'on peut, avec le travail de dressage, modifier les qualités naturelles de sauteur d'un cheval, les qualités intrinsèques. Un cheval qui a un mauvais passage oui, de dos, oui. on peut lui donner un bon passage de dos. Un cheval qui a une mauvaise technique, Oui, c'est exactement pour ça que tu fais le dressage qui correspond avec le cheval qui saute. Tout le dressage ne correspond pas avec tous les chevaux. Après, on a monté un cheval, analyse comme il saute, analyse comme il bouge. On va arriver avec 2 ou 3 mouvements en dressage qui peut complètement changer le cheval. Rêveur, par exemple, rêveur dans ma vie, c'est pirouette. Ça a changé sa vie. Une fois qu'il a appris à faire une pirouette, il a adoré faire ça. Il fait les pirouettes partout, mais ça a changé sa vie parce qu'il a appris assise. Et avec chaque cheval, c'est différent. Et c'est comme si tu es malade et le médecin peut donner un antibiotique, mais ce n'est pas tous les antibiotiques qui correspondent avec la maladie de Lyme. Il faut donner le médicament qui correspond. Et c'est le même avec dressage. Avec un cheval qui a une certaine faiblesse, si tu fais le mauvais dressage, tu peux faire pire. Et justement, par rapport à Rêveur, si je me trompe... Une autre question. On s'arrête plus. Le dîner arrive, mais OK. C'est trop intéressant. Bon, non, mais après, c'est la dernière, vraiment, on arrête. OK. Si je ne me trompe pas, vous avez commencé à faire travailler Kevin pas très longtemps avant les jeux qu'il a fait avec Rêveur, donc les jeux de Rio. Oui. Est-ce que vous avez vraiment vu une évolution sur Rêveur suite au travail que vous avez fait ensemble? Est-ce que vous avez vu le cheval vraiment changer? Oui. Vous pensiez que ce cheval était capable de faire vraiment... Vraiment un cheval incroyable. Ouais. Il a, comme j'ai dit au début, j'ai dit à Patrice et Kevin, j'ai monté Rêveur pour la première fois, j'ai dit, mes garçons, ce cheval, il a une tête de bois. Parce que le rideau était tombé, il dit non, j'écoute rien qu'elle dit. Mais progressivement,
nous avons être amis. Et après, progressivement, j'étais arrivée avec le pirouette et autres choses comme ça, le départ de l'arrêt à la trop moyenne. C'est très difficile, mais River, il peut tout faire. Il peut être un cheval de Grand Prix dressage. Et il a une force incroyable et une stabilité dans sa cerveau. Il est stable. Pression, c'est rien pour River. Pression, il est mieux. Et il a une stabilité qui est incroyable et une structure qui est fabuleuse et une tête de bois. Donc, quand il apprend quelque chose, il fait ça. Bon, et merci beaucoup. Ah oui, OK. On a passé un moment très, très drôle, mais très instructif. Ouais, oh, très, good. très. Je suis contente. Merci OK, beaucoup. c'est mon plaisir. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de cet épisode, ainsi se termine l'année 2021 pour I'm an Equestrian. On se retrouve le 5 janvier avec un épisode en anglais, le deuxième de la série après Daniel Bluman, et cette fois avec un cavalier que l'on attend tous, vous l'attendez tous. Ce cavalier, c'est Peder Fredriksson, numéro 1 mondial, champion olympique par équipe et médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, c'était au mois d'août dernier. Je vous le garantis, cet épisode est incroyable, alors en attendant, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, reposez-vous, profitez de ce temps off, et on se retrouve, nous, dans quelques jours, le 5 janvier, pour notre épisode avec Peder Fredriksson. À bientôt!